Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Stéphane Boujnah, le président du directoire et directeur général d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On a le patron Total Energy, je voulais en parler avec vous, Patrick Pouyanné, qui dit réfléchir à une cotation principale à la bourse de New York en raison, c'est ce qu'il nous explique, de la montée en puissance de l'actionnariat venu d'Amérique du Nord. Est-ce que l'argument, vous le trouvez recevable si son actionnariat a évolué? Ça fait beaucoup réagir la sphère politique qui est contre, évidemment. Écoutez, les grandes entreprises françaises sont des succès remarquables dont on peut tous être très fiers. Total fait partie de ces très grandes entreprises françaises. Il y a une réalité qui est qu'en Europe, les investisseurs institutionnels aiment moins les entreprises d'oil and gas, les entreprises qui sont dans les hydrocarbures. Aux États-Unis, les investisseurs institutionnels continuent à aimer beaucoup les entreprises dans l'oil and gas et les hydrocarbures. Donc vous avez moins d'investisseurs qui s'intéressent à Total en Europe et plus d'investisseurs qui s'intéressent à Total aux États-Unis. Donc l'argument, vous le trouvez recevable? Donc l'argument, il est objectif. Il y a un écart de multiples, de valorisation. Ah oui, de 30 à 40%. Entre les comparables, les sociétés qui font le même métier que Total aux États-Unis et les sociétés qui font le métier de Total en Europe. Donc c'est compréhensible. La question, c'est est-ce que la solution est la localisation de la cotation principale. Et c'est là que nous avons une discussion technique très constructive avec Total en disant, puisqu'il y a un écart de valorisation, mais que l'essentiel de la liquidité massivement est sur Euronext et en Europe, essayons de trouver une solution qui permet aux investisseurs qui, aux États-Unis, ont envie d'acheter plus de Total, de le faire sur la place de cotation. Et alors, c'est quoi la solution? Et donc, on travaille sur plusieurs outils techniques qui sont en cours, dans un esprit extrêmement constructif, pour concilier le fait que Total a besoin de résoudre un problème d'écart de valorisation en essayant de rester arrimé à l'endroit où il y a le plus de liquidité, qui est Euronext. Donc il pourrait y avoir une double cotation, parce qu'aujourd'hui il y a une cotation sur le sol américain. Aujourd'hui il y a déjà des ADR sur Exactement. Ça a plein d'avantages et quelques inconvénients. Donc on est en train de travailler avec eux de manière très constructive. L'entreprise souhaite résoudre uniquement son problème d'écart de valorisation et donc trouver des solutions pour que plus d'investisseurs qui ont envie d'investir dans l'oil and gas et en particulier en Total puissent acheter encore plus d'actions Total. Et si on peut trouver, et je pense qu'on va trouver une solution pour pouvoir le faire dans le cadre de la cotation sur Euronext, on va travailler ensemble. Mais je veux dire qu'il faut respecter la dynamique d'investissement et les évolutions des bases d'investisseurs des groupes internationaux. Et il faut que nous ayons la capacité de maintenir la plus grande liquidité sur nos marchés Euronext. Et c'est le cas. Aujourd'hui, la liquidité de Total sur Euronext, elle est 70% supérieure à ce qu'elle est aux États-Unis. Donc ce n'est pas un problème de liquidité, ce n'est pas un problème de marché, c'est un problème d'investisseurs et donc ce qui découle de l'appétit des investisseurs des deux côtés, de valorisation. Pour dire les choses encore différemment, en Europe, on attache beaucoup d'importance à l'ESG, à la décarbonation. Beaucoup de groupes bancaires et beaucoup d'institutions, d'investisseurs institutionnels disent on veut sortir du carbone et du pétrole. Aux États-Unis, les investisseurs disent oui, peut-être, pas vraiment, c'est pas aussi important que la performance. Et donc, vous avez un nombre d'investisseurs qui augmente aux États-Unis, un nombre d'investisseurs qui baisse en Europe, plus d'appétit pour Total aux États-Unis qu'en Europe, c'est la vie. Les valorisations sont plus élevées et il se dit, mais est-ce que la conclusion de ce problème de valorisation, c'est la localisation de la cotation? Pas forcément. Et c'est ça qu'on essaye de résoudre ensemble de manière extrêmement constructive, apaisée, sans aucune polémique. Ouais. Bon, après, on a le président de la République qui se dit pas du tout ravi à l'idée de cette perspective, une cotation principale à New York de Total Energy. Vous le comprenez, vous pourriez dire pareil, vous aussi? Non, mais le président de la République a un rôle plus global, dans lequel il doit aussi gérer les représentations, les imaginaires, les perceptions, et il s'exprime sur ce terrain-là. Moi, je gère avec d'autres une infrastructure de marché et j'essaye de résoudre les problèmes tels qu'ils se posent. Et le problème tel qu'il se pose, c'est pas un problème, c'est peut-être aussi un problème de perception, mais ça, c'est pas mon job. Le problème tel qu'il se pose, c'est un problème d'écart de valorisation d'un côté, ça c'est le problème de l'entreprise Total, et un problème qui est que la liquidité est en Europe. La valorisation est aux US et la liquidité est en Europe. Comment fait-on pour régler le problème de valorisation sans toucher à la liquidité qui est en Europe? Je n'ai pas encore bien compris la solution. J'ai compris que vous y travaillez. Bien sûr.
Parce qu'il y a plusieurs contraintes, il y a des compromis, il y a plusieurs choses à traiter, qui sont des sujets juridiques, réglementaires, financiers. Mais l'important, c'est qu'on essaye de trouver une solution. Ça se travaille dans la coulisse. C'est pas de la coulisse, enfin, comme la vie quotidienne des entreprises et de la coulisse. Si oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste c'est ni de la coulisse ni du front stage, c'est juste du travail pour essayer de trouver des solutions de bonne foi qui sont à l'abri du buzz et des polémiques qui sont légitimes, mais qui sont à côté du vrai problème qu'on essaye de résoudre ensemble avec l'entreprise. D'imaginer le pire, mais si d'aventure Total Energy choisissait New York comme cotation principale, ça serait un coup dur évidemment pour la place de Paris et pour... Oui, mais je ne pense pas qu'on en est là, et je pense qu'on peut... on peut jouer à se faire peur. C'est pas comme ça qu'on peut résoudre des problèmes. Il faut se demander quel est fondamentalement le problème de l'entreprise et quelle est fondamentalement la contribution qu'une plateforme comme Euronext peut apporter. Le problème fondamental de l'entreprise, c'est un écart de multiples et de valorisation. La solution significatif, qu'il faut reconnaître. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est une réalité. Et cet écart de multiples, il est le... 30 à 40%, vous êtes d'accord? Je ne sais pas, moi, parce que j'ai bien vu que oui, puis il y a certains analystes qui disent que peut-être une partie est liée à d'autres aspects, qui est la décote sur une partie de la stratégie d'entreprise. C'est pas, moi, je ne suis pas analyste de oil and gas, et donc je n'ai pas de commentaire à faire sur cet écart de multiples. Je constate qu'il y a un écart. Donc la vraie question, la vraie solution, c'est de regarder concrètement le sujet en respectant les réalités des choix des investisseurs et en constatant que la liquidité est ici. Si on peut trouver une solution qui fait que l'appétit des investisseurs, là où il est, s'exprime là où est la liquidité en Europe, eh bien on aura résolu le problème. S'il y avait une union des marchés de capitaux en Europe, est-ce que la bourse de Paris, on peut dire, pardon, c'est fictif, mais est-ce que la bourse de Paris resterait assurément la principale place de cotation de Total Energy? Est-ce qu'on en est certain? Si l'union des marchés de capitaux était... Je ne crois pas que c'est la cause du problème, ça n'est pas la liquidité. Ouais. Aujourd'hui, Euronext, ça fait une capitalisation boursière agrégée de 7 000 milliards d'euros, c'est-à-dire le double de la taille de Londres. Aujourd'hui, on échange sur les marchés Euronext chaque jour qui sont intégrés. C'est-à-dire, Paris, c'est une des 7 portes d'entrée pour entrer sur un marché unique. On échange à peu près 10 à 11 milliards d'euros de valeur, c'est-à-dire plus du double de ce qui est échangé à Londres. Donc le problème, aujourd'hui, on a 25% des actions qui sont échangées en Europe qui sont échangées sur Euronext. Le marché le plus liquide pour les actions, il est déjà en Europe sur Euronext grâce au travail que nous avons fait depuis 8 ans. Mais il est moindre qu'aux États-Unis. Comment? Il est moindre qu'à Wall Street. Oui, il est moins qu'à Wall Street parce qu'aux États-Unis, il y a deux très grandes différences. La taille du PNB américain, mais surtout la taille du marché action. Puisque, comme vous le savez, aux États-Unis, quand vous voulez préparer votre retraite, il vaut mieux acheter des actions, parce que si vous n'avez pas acheté d'actions quand vous travaillez, votre retraite est dérisoire. En Europe, vous n'avez pas besoin d'acheter des actions, puisque quand vous arrivez à la retraite, il faut vos revenus, quand vous êtes retraité, dépendent de la confiance que les gens qui sont autour de vous quand vous êtes retraité continuent à payer des taxes et des charges sociales. Donc on est dans un environnement complètement différent. On a besoin d'une union du marché de capitaux pour d'autres choses, mais si vous aviez une union de marché de capitaux qui accélérait encore la liquidité des marchés européens, vous ne changeriez rien au fait qu'on aime plus le pétrole et Total quand on est investisseur aux États-Unis, qu'on aime moins le pétrole et Total en Europe. Et ça, c'est une réalité qui se traduit en écart de multiples et de valorisation qui est différente de la taille du marché. Est-ce que vous souhaitez ou pas l'émergence d'un marché boursier unique, transfrontalier en Europe? Il existe déjà à travers Euronext pour les pays Euronext. Il n'est pas pan-européen complètement, mais il est déjà pan-européen. Avec une seule place, finalement. Il n'y a plus cette porte d'entrée, mais qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée. Il y a une seule place. Il y a 7 guichets, mais il y a une seule place. Il y a un seul carnet d'ordre. Quand vous entrez sur Euronext, vous entrez par Paris, par Milan, etc., mais vous entrez sur un seul carnet d'ordre. Il y a une seule plateforme de technologie, il y a un seul pool de liquidité. Donc, il y a déjà une seule place pour les actions. La question que vous posez, ce n'est pas de savoir si cette plateforme est intégrée, elle l'est totalement. Il n'y a plus de bourse de Paris. Il y a une bourse qui s'appelle Euronext, qui a une porte d'entrée à Paris. Et donc ça, c'est la réalité. Par contre, la question que vous posez, c'est est-ce que ces 7 marchés
sont suffisants? Est-ce que ça fait encore du sens d'avoir d'autres bourses qui sont isolées et indépendantes autour? Mais ça dépend de ces bourses en question, de savoir si elles ont envie de se consolider. Les Espagnols ont décidé de fusionner avec les Suisses. Ça se passe pas bien. Comme les comptes de Six l'ont démontré. Donc la consolidation, c'est toujours un sujet très sensible. On a les bourses nordiques, puisque nous sommes présents, comme vous le savez, à Oslo, mais la bourse de Stockholm, de Reykjavik, d'Helsinki, de Copenhague, et puis des trois Baltes, à Riga, Tallinn et Vilnius, sont dans un groupe qui s'appelle Nasdaq Nordics, qui est détenu par le groupe Nasdaq. Un jour, ce groupe pourra évoluer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, la consolidation européenne, elle est inéluctable. Je ne sais pas si elle est inéluctable. Elle se fera au rythme de la volonté des propriétaires actuels d'accepter une forme de consolidation. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Ce qui est important. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas totalement là aujourd'hui. Nous sommes disponibles. Nous sommes un projet fédéral qui est ouvert. Ce qui est important, c'est de tout faire pour défragmenter les marchés partout où c'est possible. Parce que une des manières de défragmenter les marchés, c'est la consolidation des acteurs. Et nous avons joué notre rôle dans ce domaine et nous sommes disponibles pour continuer à le faire. Mais il y a d'autres manières de défragmenter les marchés. Par exemple, la supervision unique des marchés. Au lieu d'avoir l'AMF à Paris, la Consob à Rome, l'AFM à Amsterdam, la BaFin à Francfort. Et l'ESMA au-dessus. On peut imaginer que l'ESMA joue le rôle du rôle que joue un rôle identique à celui de la Banque Centrale Européenne. Donc il y a la supervision unique. Il y a la consolidation de ce qu'on appelle le post-trade. C'est un peu technique, mais tout ce qui se passe en aval de la négociation. C'est-à-dire soit la compensation, mais de manière encore plus évidente parce que le besoin est là, le règlement livraison et la conservation des titres. Il y a le passage de directives qui sont interprétées différemment dans les pays à ce qu'on appelle un single rule book, des règlements. C'est-à-dire non pas des règles similaires, parce que les règles similaires, elles sont différentes, mais de règles uniques. Ouais. Il y a le passage à une documentation unique, c'est-à-dire de même que vous avez un passeport Bordeaux avec juste le logo du souverain ou du pays dont vous êtes citoyen, de passer à une documentation unique sur les marchés. Donc beaucoup de choses sont possibles. C'est ça l'union des marchés de capitaux. Parce qu'Emmanuel Macron nous dit d'ici 12 mois, il veut relancer, ou lancer plutôt d'ailleurs l'union des marchés de capitaux. C'est un vieux serpent de mer. Pourquoi aujourd'hui il faut accélérer ? Je crois que ce qui s'est passé, vous savez, l'Union des marchés de capitaux, c'était un vieux projet qu'avaient les Britanniques quand ils étaient dans l'Union européenne pour renforcer encore l'efficacité de Londres, première place financière de l'Union européenne. Et puis, quand ils ont quitté l'Union, ce projet très ambitieux est devenu un peu orphelin politiquement. Et donc, il a produit une multiplication de petites réforme, mais sans ligne, qui, comme je dis souvent, ressemble un peu au rayon du sous-sol du BHV à Paris. C'est-à-dire des choses extrêmement intéressantes, mais très, très hétérogènes. Et là, ce qui se passe enfin, c'est un vrai pilotage politique. Pourquoi puisque c'est la question que vous posez. Qui est soutenu par différents pays, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas. Absolument. Ils sont d'accord pour avancer. Absolument. Et pour une raison très simple, c'est que la mise en place d'une compétitivité très, très agressive des États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, des investissements massifs des Européens pour des activités industrielles vers les États-Unis, ont été ce qu'on appellerait en anglais un wake-up call. Et tous ces pays se sont dit, ouh là là, si on n'a pas des marchés très profonds en Europe pour financer la transition écologique, si on n'a pas des marchés très profonds pour financer la transition digitale, si on n'a pas des marchés très profonds pour financer les nouvelles obligations en matière de défense et de construction d'équipements militaires, on va perdre notre autonomie stratégique ou celle qu'on essaie de construire. D'autant qu'un gros morceau de l'épargne des Européens finance des investissements sur le sol américain. Bien sûr. Il faut le rappeler, ça. Pas un gros morceau, presque la majeure partie. Ouais. Et donc, le paradoxe, c'est qu'il y a 13% du PIB en Europe qui est dirigé vers l'épargne des ménages. C'est-à-dire que c'est la partie de la planète où on épargne le plus, c'est notre continent. Et néanmoins, l'essentiel de cette épargne va soit pour financer des déficits publics, en acquisition de bons du Trésor sous différentes formes dans différents pays, soit pour aller financer l'économie américaine. Et le paradoxe du paradoxe, c'est qu'une partie de ces investissements qui partent dans des institutionnels aux États-Unis est ensuite réinvestie dans les fonds de private equity qui reviennent racheter des entreprises en Europe. Et donc, assez naturellement,
tous ces pays que vous avez cités, et le plus vocal, le plus explicite a été récemment le président Macron dans son discours très, très ambitieux de la Sorbonne, c'est de dire il faut assez vite que le secteur de la finance qui, dans les années 90, quand on a créé le marché unique, avait été sorti du marché unique. Vous savez qu'on a sorti en années 90, quand Delors a fait le grand marché unique, on a sorti 3 secteurs, les télécoms, l'énergie et la finance. Puisqu'à l'époque, les États voulaient avoir un peu de contrôle. Oui. Aujourd'hui, on voit bien que l'urgence, c'est précisément de défragmenter ces 3 secteurs. Sur l'énergie, on est en train d'y arriver, parce qu'il y a eu la crise russe. Sur les télécoms, le travail est immense, puisqu'il y a encore une prolifération d'opérateurs par rapport à la taille de notre continent. Et sur la finance, le travail est très engagé. Moi, je suis extrêmement confiant sur le fait que ça va aller maintenant très vite, parce qu'il y a un portage politique. Voilà, sans attendre de mettre tous les pays d'accord de l'Union, parce que ça, sinon, on ne bougera jamais. Qu'on comprenne bien en quoi une union des marchés de capitaux serait favorable, encore une fois, à l'investissement sur le sol européen. Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des produits d'épargne en France, en Italie. Il faudra avoir un produit d'épargne européen pour financer la transition énergétique, vous le disiez, financer la transition digitale, etc. etc. Ce qu'il faut, c'est mettre fin à 2 biais qui aujourd'hui, et d'ailleurs la solution n'est pas que européenne, elle est assez largement dans les États membres, 2 biais qui distraient ou redirigent l'épargne des Français des Européens en dehors des actions. Le premier biais, c'est l'incitation très forte à acheter des produits de dette plutôt que des actions. Aujourd'hui, vous mettez votre argent en assurance vie, au bout de 8 ans, il n'y a pas de plus-value, et une très large partie... On peut mettre des actions dans son assurance vie. Oui, mais la réalité, c'est que le système produit un appétit pour la liquidité et pour des rendements prévisibles, et donc des fonds en euros. Le fonds en euros. En Italie, quand vous achetez des bons du Trésor, vous payez 12,5% de plus-value, la moitié de ce que vous coûte un autre actif financier. Donc il y a partout, dans chaque pays, des incitations à acheter de la dette plutôt que des actions. Et ça, si on veut une union des marchés de capitaux, il faut aller... Le changer et l'harmoniser. Et l'harmoniser, mais même en le changeant sur le plan national, on bougerait beaucoup d'equity, d'actions, d'investissement vers les actions. La deuxième chose, c'est qu'il faut affronter maintenant directement le sujet des retraites, des fonds de pension. La raison pour laquelle vous avez 3% des ménages qui sont présents sur les marchés, 3% d'investisseurs retail qui sont présents sur les marchés actions en Europe contre 30% aux US, c'est précisément parce que la retraite aux US nécessite un investissement en long terme, peu liquide, en actions. Il faut rappeler, pardon, je vous coupe, que les dividendes des boîtes du CAC 40 qui sont plantureux ne vont pas financer nos retraites, mais financer les retraites, notamment des Américains. Absolument, absolument. Donc il y a un sujet de confronter. Les marchés actions puissants des États-Unis sont massivement le reflet de la manière dont les Américains financent leurs retraites. Oui. Et donc, si on veut que l'épargne des Européens finance les entreprises européennes, il faut que les gestions européennes investissent en actions avec une épargne qui n'est pas distraite. Et l'autre critère, l'autre sujet très important, c'est pour les investisseurs institutionnels, c'est les ratios prudentiels de Bâle et de Solvency. Et là aussi, le président de la République en a parlé dans son discours de la Sorbonne. Et on ne peut pas continuer à une situation dans laquelle les groupes d'assurance, aujourd'hui, ont moins d'investissements en actions cotées qu'elles n'en avaient il y a 20 ans. Si on veut avoir des fonds propres, donc des investisseurs de long terme, pour financer la transition énergétique, la transition digitale, les besoins de financement pour notre défense, il faut qu'on ait du long terme. Et pour avoir du long terme, il faut des actions. Et pour qu'on ait des actions, il faut que les assureurs puissent investir en actions. Oui. Or, on les a mis dans des ratios de solvabilité... Qui poussent là aussi. Et prudentiels, qui les incitent à ne pas acheter d'actions. Ouais, et à détenir la dette. Et donc, il faut arriver à sortir du cadre qui est celui du traumatisme de la crise financière de 2007-2012 pour accepter que finalement, on sait maintenant gérer les risques systémiques liés à la base d'investissement de ces investisseurs institutionnels et qu'il faut aller vers Make Equity Great Again, MEGA. Make Equity Great Again. Et ça demande des mesures... La route est droite, mais la pente est forte quand même. Hein. Oui, mais enfin, ça demande des mesures nationales. C'est parce que ce dont je viens de parler, c'est-à-dire bouger les incitations
de la dette vers les actions et bouger les ratios prudentiels de « attention, il ne faut jamais acheter d'actions, hein, on peut en acheter quand même un peu », ces deux choses-là, elles sont assez... le pilotage peut être engagé au niveau local. Et puis, il y a toute la dynamique européenne de défragmentation sur laquelle il y a un catalogue de mesures. Le rapport Noyer est exceptionnel de ce point de vue-là et a focalisé sur 3-4 aspects. La titrisation, la supervision unique, j'en ai parlé, et qui permettrait d'aller beaucoup plus vite. Stéphane Boujnah, on est à moins de 3 semaines des élections européennes. Vous êtes convaincu qu'il faut aller voter? C'est assez rare d'entendre un patron prendre position et dire ça. Pourquoi il faut aller voter? Et en quoi cette élection est plus importante que celle de 2019? Attendez, cette élection est plus importante que celle de 2019 parce qu'elle nous remet dans les sources de ce qu'est la construction européenne. Vous savez, on a tendance à trouver que la construction européenne, c'est quelque chose de souvent inesthétique, compliqué, laborieux, qui prend du temps, avec des compromis pas toujours très jolis. Mais l'alternative avant 1957, c'est quoi? C'est un monument aux morts dans chaque village, un deuil dans chaque famille, le summum de la barbarie inventé par l'humanité au milieu du XXe siècle, et même dans la Première Guerre mondiale, pour nous Français, 960 morts par jour, un garçon sur 2 né en 1894 qui était mort en 1919. Donc c'est ça l'Europe avant 1957. Donc cette année, pourquoi c'est important? Parce qu'à 2 heures de Paris, on a des Ukrainiens qui essayent d'empêcher des Russes de leur voler leur souveraineté. Et donc, et de leur empêcher de vivre. On a des Ukrainiens qui essayent de vivre de plus en plus comme des Européens, et des Russes qui essayent de les empêcher de réaliser ce projet. Et bien, c'est ça. L'Europe, c'est d'abord un projet de défense de nos valeurs qui aujourd'hui sont menacées. L'Europe fait des énormes efforts, on a 60 milliards qui ont été déployés pour défendre l'Ukraine. S'il y a bien une année où le sujet de l'élection, c'est va-t-on avoir la détermination pour protéger le projet de paix qui protège notre mode de vie, c'est cela. La deuxième chose, c'est qu'on a des enjeux énormes sur la souveraineté et l'autonomie stratégique en matière énergétique, qui a été gérée extrêmement bien pendant la crise, mais où il faut aller de plus en plus loin. Il y a la gestion fine de la transition verte, qui est un sujet qui ne se posait pas de la même manière il y a quelques années, dans un contexte énergétique différent. Donc, on a des sujets démographiques qui sont très compliqués. On a le début de quelque chose qui avance bien sur la gestion collective des réfugiés, mais on voit bien que si on ne gère pas les migrants ensemble, comme on a commencé à le faire, on va vers des tensions énormes avec les opinions nationales. Donc, si on ne se déplace pas pour exprimer son opinion pour élire une assemblée qui va avoir un poids déterminant dans des choix et dans l'élaboration de normes qui vont déterminer tous ces domaines, comme disait Kennedy, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Parce qu'il faut bien comprendre une chose qu'on a tendance à sous-estimer. Le Parlement européen est un vrai Parlement qui produit des vraies normes. Trop, disaient beaucoup. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça n'est pas comme l'Assemblée nationale en France, qui est extrêmement lié à un agenda qui est assez largement contrôlé par l'agenda politique de l'exécutif. C'est un Parlement qui décide, bien sûr, il y a des propositions qui viennent de la Commission, mais c'est disons la moitié des normes qui organisent notre vie sont décidées par ce Parlement. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance qu'ont nos élus. Et là, chacun soit se déterminer pour aller choisir les hommes et les femmes qui auront le plus d'influence sur la production de ces normes et qui seront les plus capables de les influer. Donc je pense que ceux qui ne vont pas voter le regretteront. En tout cas, vont être un peu moins légitimes à se plaindre après de la boulimie normative de l'Union, qui est un autre sujet, qui est une réalité. Qui est une réalité. Et au cœur de l'agenda de la prochaine commission, il y a la diète normative, le régime... la sobriété normative. La sobriété, c'est pas seulement de la... C'est la sobriété en stock, c'est probablement une forme de diète. Allez, merci pour cet entretien donc avec Stéphane Boujnah, président du directoire et directeur général d'Euronext sur Boursorama. Merci.